Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Je considère par conséquent qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise. Hier dans la journée, la consigne de se retirer en cas triangulaire pouvant profiter au RN avait été passée au candidat LFI avant l'allocution de Jean-Luc Mélenchon. Donc Noé Gauchard a annoncé sa décision rapidement, peu après 20h, même si ça lui a beaucoup coûté. Dans une circonscription, vous vous désisteriez s'il y avait un candidat LFI en face ? Non. Je vous dis que tout dépend du risque de l'arrivée de l'extrême droite, de la victoire de l'extrême droite. S'il y a un risque de la victoire de l'extrême droite, la gauche a toujours fait la démonstration de sa responsabilité. On a fait en sorte que ni l'URN ni LFI puissent, quoi qu'il arrive, faire partie d'une alliance gouvernementale. Puis un candidat LFI Nouveau Front Populaire, on a été calomniés pendant des semaines en disant que nous n'étions pas républicains. Aujourd'hui, on a quand même la preuve que nous sommes les plus républicains parce que nous sommes ceux qui appelons à ce désistement automatique pour empêcher les candidats du Rassemblement national d'accéder au pouvoir. On a déjà dit plusieurs fois dans cette chronique que les médias mainstream, qui ont passé les 2 dernières années à diaboliser la France insoumise après avoir dédiabolisé l'extrême droite, portaient une écrasante responsabilité dans les spectaculaires victoires remportées par le Rassemblement national aux élections européennes du 9 juin dernier, puis 2 semaines plus tard, au premier tour des élections législatives. Il est vrai que ces médias n'étaient pas complètement seuls à mener ce que le philosophe Frédéric Lordon a très justement appelé une campagne organisée de dénigrement de cette gauche, et que dans cette entreprise, ils n'étaient que les auxiliaires zélés du pouvoir macroniste, qui n'a pas cessé depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 de répéter que la France insoumise était antisémite et ne faisait pas partie du champ républicain. Fin de citation. Madame la présidente Panot, quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députées affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain. Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain. La vérité, fort différente, est qu'entre les 2 tours des législatives des 30 juin et 7 juillet dernier, la gauche en général, réunie au sein du Nouveau Front Populaire, et la gauche insoumise en particulier, se sont comportés de façon tout à fait exemplaire et tout à fait républicaine, quel que soit le sens qu'on donne à cet adjectif si galvaudé, en se désistant dans toutes les circonscriptions où le maintien de leurs candidats risquait de favoriser une victoire du Rassemblement national, et en appelant leurs électeurs à faire barrage à l'extrême droite. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Et les macronistes, dont certains candidats ont quant à eux refusé de se désister et ont donc permis l'élection de députés d'extrême droite, ont été les principaux bénéficiaires de ce comportement exemplaire de la gauche qui leur a finalement permis de conserver plusieurs dizaines de sièges à l'Assemblée nationale. Je fais une différence entre des adversaires politiques et les ennemis de la République. Voilà, je retire ce soir ma candidature. Évidemment, je me retire. La défaite, ça arrive. Le déshonneur, on ne s'en remet jamais. Est-ce que la presse et les médias dominants ont tiré les leçons de cette exemplarité ? Absolument pas, puisqu'immédiatement après la victoire de la gauche au second tour des législatives, ils ont repris leurs sales petites habitudes et recommencé à pilonner les insoumis, comme l'a démontré de manière éclatante l'édifiante séquence sur laquelle nous allons maintenant nous attarder un peu. Samedi dernier, c'était le 13 juillet, Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle états-unienne qui aura lieu au mois de novembre prochain, a été victime d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting électoral
électorale en Pennsylvanie. Nous allons vous faire vivre ce qui s'est passé hier, 18h15, minuit 15, pendant la nuit. Donald Trump, en Pennsylvanie, dans une petite ville de cet État clé, est subit le tir d'un homme, un sniper. Un homme de 20 ans, inscrit comme républicain sur les listes électorales et armé d'un AR-15, un fusil dont plusieurs millions d'exemplaires circulent aux États-Unis, grâce notamment au Parti républicain qui s'oppose peu ou prou à toute réglementation du port d'armes, lui a tiré dessus et a aussi tué un spectateur venu assister au meeting. À vrai dire, ce drame n'a rien de vraiment surprenant dans un pays où Donald Trump lui-même n'a cessé d'encourager et d'exciter ses supporters d'extrême droite les plus violents et les a même incités à attaquer le Capitole le 6 janvier 2021. Et c'est de cette violence que voulait notamment parler Marine Tondelier dimanche dernier sur France Inter, où elle participait à l'émission Questions politiques et répondait notamment aux questions de la journaliste Nathalie Saint-Cric. Invitée à réagir à la tentative d'assassinat de Donald Trump, la secrétaire nationale des écologistes a observé ce jour-là. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas juste aux États-Unis. Il y a une flambée de violence, une flambée de tension dans nos sociétés qui peuvent arriver au pire. Et oui, cette nuit aux États-Unis, c'est passé le pire. Marine Tondelier, qui prône quant à elle ce qu'elle appelle la désescalade et l'apaisement du débat public, a ensuite ajusté son propos. En France, certains partis attisent la haine, attisent les tensions. Puis elle a précisé qu'elle parlait bien évidemment de l'extrême droite. Je pense à l'extrême droite. Ils veulent une France qui se dévisage et pas une France qui s'envisage. Et c'est à ce moment-là que Nathalie Saint-Cric lui a posé cette question quelque peu hallucinante. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité plus large, notamment de la France Insoumise, quand on voit François Attendez, on vous parle de Trump, vous arrivez sur la France Insoumise. Manifestement sidéré, son invité lui a répondu. C'est quand même assez symptomatique. Je vous parle de Trump, je vous parle certes de la France, vous ne me dites pas, tiens, on va parler de l'extrême droite, qui sont les alliés naturels de Trump en France. Parlé, je posais la question complémentaire. Vous me dites tout de suite France Insoumise. Et en effet, cette séquence sur laquelle il était donc nécessaire de s'attarder un peu longuement est tout à fait symptomatique et riche de nombreux enseignements dont celui-ci, les médias dominants n'ont tiré aucune leçon de ce qui s'est passé en France depuis un peu plus d'un mois. Leurs attaques incessantes contre la gauche ont permis à l'extrême droite d'arriver aux portes du pouvoir, mais immédiatement après que ce danger a été écarté, au moins temporairement, ils ont repris ces attaques comme si de rien n'était. Et bien sûr, les macronistes, qui doivent, comme on l'a dit tout à l'heure, leur survie politique individuelle et collective au désistement de cette gauche, ont eux aussi recommencé, immédiatement après avoir profité de l'aubaine, à ostraciser les insoumis. Jamais en retard d'une muflerie, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, réélu le 7 juillet dernier grâce au désistement d'une candidate de la France Insoumise, a par exemple proclamé, après sa réélection, et dans une syntaxe un tout petit peu approximative, il faut que les socialistes se séparent de la soumission qu'ils ont avec les insoumis. Qu'ils puissent mettre enfin une démarcation entre eux, qui sont des hommes certes ou des femmes de gauche, qui respectent la laïcité, qui ont une grande histoire politique dans notre pays, qui sont des démocrates et des républicains que je respecte, et les gauchistes. Voilà, il y a une différence assez forte entre les socialistes et les autres, sur tout un tas de sujets qui sont très importants pour nous, l'antisémitisme. La députée macroniste Caroline Yadan, élue elle aussi grâce au désistement d'une candidate de la France Insoumise, s'est de son côté empressée de proclamer, en toute simplicité, « Pardon, mais en ce qui me concerne, LFI est le premier parti antisémite de France. » Mais pourquoi se gênerait-elle, puisque ces diffamations sont désormais considérées comme tout à fait acceptables. Et finalement, le 15 juillet, les députés macronistes, qui ont donc pour la plupart trouvé ou retrouvé un siège grâce au soutien actif de la gauche insoumise, se sont mis d'accord à l'unanimité pour que ni le RN ni LFI n'obtiennent de postes clés à l'Assemblée nationale. On rappellera au passage qu'ils avaient beaucoup moins de scrupules lorsqu'ils ont offert en 2022 2 vice-présidences de cette Assemblée à l'extrême droite. En somme, et il faut vraiment insister sur ce point, car il nous indique clairement que la Macronie, en dépit de ses débâcles électorales de ces dernières semaines, n'a pas renoncé le moins du monde aux penchants autoritaires qui lui ont précisément valu d'être si durement sanctionnés. Quelques jours après avoir évité un désastre absolu au second tour des législatives grâce au désistement de la gauche qui a finalement remporté les élections, les macronistes, sautant à pieds joints sur la démocratie représentative, expliquent très calmement qu'ils refusent de laisser la France insoumise, pourtant majoritaire au sein de cette gauche, exercer le pouvoir. Dans ces conditions, on préférerait bien sûr que le nouveau Front populaire, face à ce déni de démocratie, reste uni et déterminé,
pour exiger Macron nomme un Premier ministre ou une Première ministre issue de ses rangs, comme le veut la règle démocratique. Mais ce n'est pas ce qui se passe, et le blocage, contrairement à ce que prétend le commentariat dominant, ne vient pas des Insoumis, qui demandent l'application du programme ayant permis à la gauche de remporter les législatives et qui font donc exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Il vient des socialistes, qui donnent très fort l'impression qu'ils se préparent déjà à beaucoup de concessions et de compromissions pour regagner un peu de pouvoir. Ah bah oui, très clairement. Les socialistes et Olivier Faure prennent aujourd'hui une responsabilité très lourde, qui est celle de bloquer les discussions au sein du nouveau Front populaire pour avoir un Premier ministre. Ce n'est pas complètement surprenant, ça fait 40 ans que ça dure, depuis qu'en 1984, ils ont intégralement renié le programme qui avait permis à François Mitterrand d'être élu président de la République pour négocier ce qu'ils ont appelé le tournant de la rigueur et se convertir massivement aux joies du capitalisme de marché. Cette fois-ci, les socialistes ont d'abord proposé pour Matignon le nom de leur premier secrétaire, Olivier Faure, car il était, selon le numéro 2 du parti, le seul qui puisse rassurer et être Premier ministre. Fin de citation. Rassurer qui? Ce n'était pas dit. Mais on devine qu'il s'agissait probablement de ne pas trop inquiéter la droite macroniste et ses journalistes d'accompagnement. Dans un deuxième temps, les socialistes ont refusé d'entériner la candidature d'Huguette Bello, présidente du Conseil régional de la Réunion, qui était pourtant soutenue par l'ensemble des autres partis du nouveau Front populaire, communistes, écologistes et insoumis. Huguette Bello a donc jeté l'éponge. Et finalement, les socialistes ont sorti de leur chapeau, avec le soutien des communistes et des écologistes, une personnalité issue de ce qu'ils appellent sans rire la société civile, la haute fonctionnaire Laurence Tubiana, qui a récemment signé une tribune publiée dans le journal Le Monde, dont les auteurs expliquaient qu'ils étaient tout à fait disposés à renoncer à certains points du programme du nouveau Front populaire pour constituer avec des alliés de bonne volonté un gouvernement d'union républicaine. Pour le dire autrement, ces signataires se préparaient donc à trahir une nouvelle fois, pour le plus grand bénéfice d'une extrême droite qui se nourrit évidemment de ses reniements, les espérances des électeurs qui ont voté pour une gauche qui se disait attachée à son programme. Il s'agit de nous proposer une personne contre qui je n'ai rien de personnel, que les choses soient claires, mais qui signait il y a 4 jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition et un programme commun avec les macronistes. Or, avec depuis tout le Front républicain, disait-elle dans cette tribune. Donc avec les macronistes. Ça semble compliqué, effectivement, quelles que soient ses qualités, c'est quelqu'un moi j'apprécie beaucoup de Laurence Tubiana, de s'engager sur le programme, alors qu'il y a quelques jours, effectivement, elle faisait une tribune où elle proposait une coalition sur quasiment un programme minimum. Il existe bien sûr une autre solution, tout à fait logique et conforme aux traditions de cette République dont tout le monde se gargarise, ce serait de proposer un Premier ministre ou une Première ministre issue des rangs du parti majoritaire au sein du nouveau Front populaire qui a remporté les législatives. C'est-à-dire de la France insoumise, qui, elle, et quelles que soient les réserves qu'elle peut susciter par ailleurs, et sur lesquelles il faudra d'ailleurs revenir, veut appliquer ce programme. Mais cela supposerait de résister aux pressions des macronistes et de leurs éditocrates de compagnie, et c'est manifestement beaucoup trop demandé à ceux qui, au sein de cette gauche, assurent vouloir protéger la démocratie, mais à condition tout de même de ne pas trop en abuser. Et d'ailleurs, si on devait gagner, faudra redescendre dans la rue, parce que comme on n'a pas la mémoire courte, on n'oublie pas non plus, amis et camarades, que certains gouvernements de gauche, quand ils étaient au pouvoir, ont mené une politique de droite, alors que l'inverse n'est jamais arrivé. Et sur ça aussi, on sera vigilant. Merci à tous, la lutte continue, ils ne passeront pas, nos passaran.